L'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle au secours des femmes et des personnes en situation de handicap. Le département a initié une formation dans ce sens qui s'est soldée par une remise de kits dans le but de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. La chronique judiciaire s'intéresse ce soir à la comptabilité judiciaire, une discipline importante dans le domaine du droit. Garibou Pérou nous parlera des caractéristiques et des enjeux de la comptabilité judiciaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Et direction Koulouba, une forte délégation de Yadran Group de Russie, conduite par son PCA, a été reçue en audience hier après-midi par le président de la transition. L'entreprise s'engage à investir au Mali dans 3 secteurs clés, à savoir la construction d'une filature, d'une usine de raffinage de l'or et l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. L'entreprise russe envisage de signer un partenariat avec le gouvernement sur ces 3 projets majeurs. Irek Salikov, PDG de Yadran Group, s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré. On vient d'avoir le rendez-vous avec le président du Mali. Donc on avait parlé de notre partenariat stratégique entre nos pays. Donc on a évoqué 3 sujets de coopération. Les axes, en fait, c'est donc une construction d'usine de raffinage de l'or. C'est donc la livraison, l'approvisionnement en produits pétroliers. Et donc une construction d'une usine de transformation du coton. Bon, on s'était mis d'accord sur les principes des axes de notre coopération. Maintenant, on est en train d'étudier donc en fait les questions techniques de chaque en fait de ce dossier. Les prochaines étapes, donc, c'est tout d'abord en fait c'est la signature des protocoles des accords. Donc une fois que c'est fait, donc il y aura des groupes de techniciens russes qui vont venir. Donc après lequel on aura des vraies actions. Nous sommes très satisfaits de cette audience avec Monsieur le Président. On apprécie vraiment en fait la façon comment il est ouvert en face donc de projets, ce qu'il est en train de faire pour le pays. Et on espère vraiment en fait de les réaliser donc ces projets. Donc Et parlons justement de cette visite avec la délégation. Un terrain de 10 hectares situé en zone aéroportuaire. C'est le site dédié à la construction de la future usine d'affinage de l'or au Mali. Elle aura une capacité de 200 tonnes d'or par an. Une réalisation que les autorités de la transition appellent de tous leurs vœux pour que le Mali puisse tirer un meilleur profit de sa production aurifère. Une délégation composée de conseillers techniques du ministre de l'économie et des finances, de celui en charge des mines et des partenaires russes était sur le terrain cet après-midi pour visiter le site devant accueillir la nouvelle usine. Il s'agit de représentants du groupe Yadran, un groupe avec lequel le Mali envisage de grands projets dans de nombreux domaines, parmi lesquels, nous l'avons dit, l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, la transformation du coton, le transport aérien, pour ne citer que cela. Et elle est avec moi sur ce plateau, Khadija Toukone. Bonsoir Khadija Toukone. Bonsoir Mariam Kone. Et vous avez un communiqué du gouvernement à nous lire. Tout à fait, mesdames, messieurs, bonsoir. Le contenu de ce communiqué du gouvernement de la transition, le gouvernement de la transition de la République du Mali a appris avec une profonde consternation l'attaque terroriste contre une base des forces de défense et sécurité tchadiennes dans la nuit du 27 octobre 2024 dans la localité de Barkaram, une île située à l'ouest de Ngouboua dans le département de Kaya, province du Lac. Le gouvernement de la transition se tient aux côtés du gouvernement de la République du Tchad pour condamner avec la plus grande rigueur cette attaque lâche et barbare qui a visé une base militaire occasionnant une 40aine de morts et de nombreux blessés
Parmi les soldats, en cette douloureuse circonstance, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement et le peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État et chef suprême des armées, au gouvernement, au peuple tchadien, aux familles des victimes et adresse leur souhait de prompt rétablissement aux personnes blessées. Face à cet acte barbare, le gouvernement de la transition réitère sa détermination à poursuivre avec la République du Tchad une lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes. Bamako, le 29 octobre 2024, signé le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, général de division Abdoulaye Maïga. Voilà Mariam, c'était le contenu de ce communiqué. Merci Khadija Toukoune. Et nous allons parler à présent des préparatifs de la rentrée scolaire. Sur les 126 écoles occupées, 103 ont été libérées et 23 sont non fonctionnelles mais occupées. Et sur les 187 écoles inondées, 181 sont libérées et 6 sont non fonctionnelles. Ces chiffres ont été donnés ce matin, lors de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. De l'exposé du ministre de l'Éducation nationale, il ressort que la situation a considérablement évolué pour une bonne rentrée des classes le 4 novembre prochain. Les conclusions de la réunion seront soumises au président de la transition. Compte rendu, Mamari Koné. Quelques jours après la visite des membres du gouvernement sur le terrain pour constater de visu la libération des écoles occupées par les sinistrés et celle des représentants de l'État et des acteurs de l'école au niveau des 19 régions administratives, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes fait la situation des écoles en vue de la rentrée des classes. Après les différentes réunions et les actions concrètes entreprises, la situation, à en croire le ministre de l'Éducation nationale, a considérablement évolué, comme en témoignent ces chiffres. À la date du 28 octobre 2024, la situation se présente ainsi qu'il suit et ça concerne toute l'étendue du territoire national. Nombre d'écoles libérées, 103 sur 126. Nombre d'écoles non fonctionnelles mais occupées, 23 sur 126. Nombre d'écoles à faire libérer, 0 sur 126. S'agissant des écoles inondées, la situation se présente comme il suit. Nombre d'écoles libérées des eaux, 181 sur 187. Nombre d'écoles inondées mais non fonctionnelles, 6 sur 187. Nombre d'écoles toujours inondées, 0 sur 187. Les travaux d'assainissement destinés à la mise en état des salles de classe et des latrines sont en cours dans toutes les circonscriptions. Les brigades citoyennes du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargées de l'instruction civique et de la construction citoyenne, se sont mobilisées pour les travaux d'assainissement. Dans la même veine, le ministère de la Santé et du Développement social s'est engagé à désinfecter les salles de classe. De son côté, le ministère des Transports et des Infrastructures s'est engagé à appuyer la délégation spéciale de la commune 4 dans les travaux de terrassement de la cour de l'école Ifa Bako. Le président du comité de crise a salué les membres du comité pour le travail abattu en attendant de soumettre les conclusions au président de la transition. Les informations données par les différents ministres, les informations recueillies auprès des gouverneurs et des différents partenaires de l'école indiquent clairement que nous pouvons proposer au chef de l'État le maintien de la date du 4 novembre, avec bien entendu les souplesses nécessaires là où il y a des difficultés particulières. Ça, c'est toujours été le cas, même en temps normal. Les mesures d'accompagnement pour les cas où il y a quelques difficultés ont été énoncées par le ministre d'État à partir de la compilation et de l'analyse des informations recueillies auprès des autorités locales.
Il s'agit de la mise à disposition et l'installation des tentes là où il y a des difficultés, de la délocalisation quand c'est nécessaire des sinistrés. Ça, c'est quelques mesures d'accompagnement, mais qui n'affectent pas la décision principale. Il appartient aux autorités locales de faire preuve de beaucoup d'imagination et faire face à chaque situation particulière qui se présente à elles. Étant donné que la situation générale, c'est de maintenir la date du 4 novembre pour l'annonce officielle de l'ouverture. À noter que du 25 au 29 octobre 2024, 3 cas d'inondation ont été enregistrés, 48 cas d'effondrement, dont 47 à Koulikoro et 1 à Mopti ont été recensés. Toutefois, on déplore un cas de perte en vie humaine. Au total, 720 personnes ont été sinistrées. Un soutien de la transition chez le Premier ministre. Les responsables du mouvement patriotique pour la réussite de la transition sont venus réitérer leur soutien aux autorités de la transition et évoquer quelques difficultés auxquelles sont confrontées les populations d'Ansongo, comme l'insécurité et l'état de la route Sévaré-Gao. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touré. C'est un soutien indéfectible aux autorités de la transition qu'une délégation du mouvement pour la réussite de la transition MPRT est venue exprimer au Premier ministre chef du gouvernement. Selon les responsables du mouvement, la transition doit être soutenue par tous les Maliens au regard des résultats obtenus. Après avoir exprimé son soutien à la transition, le président du mouvement a évoqué les principales difficultés de la localité d'Ansongo, parmi lesquelles l'insécurité sur l'axe Gao-Labezanga et l'augmentation des prix des denrées de première nécessité en raison de la route Sévaré-Gao. C'est l'occasion pour le mouvement patriotique pour la réussite de la transition d'exprimer sa satisfaction quant à la marche de la transition qui a engrangé des succès que nous saluons et soutenons. Cependant, nous voulons exprimer les difficultés de nos régions du Nord, entre autres le blocus de la route Gao-Sévaré, l'insécurité grandissante sur l'axe Gao-Labzanga, l'enlèvement du bétail. Le Premier ministre a salué cette démarche du mouvement qui consiste à soutenir les autorités de la transition, mais aussi à leur faire part des difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Le chef du gouvernement a également saisi ce cadre pour expliquer la situation du Mali à ses interlocuteurs. C'est ainsi qu'il a évoqué les efforts consentis par nos femmes sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef suprême des armées. Et c'est pour cela que moi je suis très content de votre attitude. Que malgré tout ça, votre soutien à la transition est indéfectible. Malgré votre soutien à la transition, vous ne donnez pas de carte blanche, vous ne donnez pas de blanc-seing. Nous ne pouvons pas réussir sans votre soutien. Le gouvernement aussi a besoin de sentir le soutien du peuple. Et avec ce soutien, je peux vous assurer, Inch'Allah, dans quelques années, on va s'asseoir pour en parler. Vous verrez que la paix va être de retour au Mali. Et notre pays va devenir un bon pays. Ceux qui ont juré de nous faire perdre là, c'est eux qui vont perdre. Et nous allons gagner cette guerre. C'est ça le destin du peuple malien. Créé en 2023, le mouvement patriotique pour la réussite de la transition a pour mission essentielle de mettre en valeur les acquis de la transition et de soutenir les autorités. Ouverture ce matin d'un séminaire sur la négociation syndicale et le pacte de stabilité et de croissance à l'intention des membres du syndicat du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Placé sous la présidence du président de l'institution, ce séminaire vise à renforcer les capacités des syndiqués du Conseil sur des sujets liés à leur pratique de tous les jours. Alocéine Touré. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel concrétise ainsi une promesse, celle de faciliter la formation des travailleurs de son institution en matière de négociation syndicale d'une part et de partage du contenu du pacte de stabilité et de croissance sociale signé entre le gouvernement et les travailleurs. Au cours de cette formation, nous aborderons les sujets cruciaux tels que les droits des travailleurs qui passent naturellement par la connaissance et la maîtrise du code du travail, des conventions et les droits des travailleurs, les stratégies de négociation et les moyens de mobiliser nos membres. L'expert partagera avec nous sa connaissance et son expérience afin que nous puissions non seulement défendre nos droits, mais aussi devenir des acteurs
outillés pour résoudre et répondre aux problèmes sociaux internes et externes des travailleurs au sein de notre structure. Le président de l'institution, par ailleurs secrétaire général de l'UNTM, a affiché l'ambition de son organisation de former l'ensemble des travailleurs aux techniques de gestion et de négociation. Dans le contexte actuel, il est devenu essentiel pour les responsables syndicaux de maîtriser les outils et les techniques de gestion pour diriger nos organisations de manière responsable et exemplaire. La bonne gouvernance, en tant que pilier fondamental de toute organisation, repose sur des principes d'équité, de transparence et de redevabilité. Ces principes sont cruciaux non seulement pour renforcer la confiance des membres, mais également pour assurer la crédibilité de nos actions aux yeux de nos partenaires. Votre devoir de redevabilité envers les membres de vos organisations est au cœur de notre mission. En tant que responsable, vous êtes les garants de la confiance que vos membres placent en vous. Cette formation est donc une occasion unique pour renforcer votre engagement envers cette responsabilité et pour vous outiller de manière à répondre aux attentes de ceux que vous représentez. À la fin de ces 3 jours de formation, les travailleurs du CSEC se familiariseront avec les notions de négociation et de gestion d'une part et d'autre part avec le contenu du pacte de stabilité et de croissance. Le Mali, pays fortement vulnérable aux effets du changement climatique, met en avant sa contribution déterminée au niveau national pour renforcer l'action climatique dans le secteur de l'énergie. Un atelier d'information et de sensibilisation réunissant plusieurs institutions de la République a été organisé ce mardi au Haut Conseil des collectivités pour débattre des initiatives en cours et à venir à Agibou Koulibaly, Barakou Maïgar pour les détails. Le choix du Haut Conseil des collectivités pour abriter cet atelier cadre bien avec les missions de l'institution. Il constitue une meilleure occasion pour bien informer les institutions de la République sur la contribution déterminée au niveau national CDN du secteur énergie. Le représentant du ministre en charge de l'environnement a rappelé l'importance de 4 secteurs clés pour la nouvelle CDN. Agriculture, énergie, foresterie et le secteur des déchets. Quant au représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau, il a mis en lumière un projet majeur d'électrification rurale de 50 localités financé par la BOAD. Ce projet va permettre à plusieurs localités, plusieurs habitants, d'avoir des services sociaux de base, d'améliorer donc la qualité de leur vie, de faire des activités génératrices de revenus et le projet globalement va permettre la réduction des gaz à effet de serre. Le deuxième vice-président du Haut Conseil des collectivités a souligné l'engagement de son institution à promouvoir ces initiatives auprès des autorités pour atteindre les objectifs climatiques fixés. Conscient de ces missions et de la volonté affichée des autorités de la transition, que le Haut Conseil des collectivités s'est fixé comme objectif de faire des plaidoyers auprès des partenaires pour un accès de plus grand nombre de collectivités territoriales aux services d'énergie durable et viable en milieu rural pour l'atteinte des objectifs de l'accès universel d'ici 2030. Cet atelier marque une étape importante dans l'information et la sensibilisation des institutions de la République sur les défis et enjeux liés à la CDN, contribution déterminée au niveau national du Mali. Le sommet de haut niveau de la COP16 se tient ce mardi et mercredi à Cali, en Colombie, avec la participation de chefs d'État et ministres en charge de l'environnement. En prélude à cette session, le groupe africain de négociateurs a eu une séance de travail hier avec les ministres africains en charge de l'environnement. C'était pour proposer un projet de déclaration commune de l'Afrique pour la COP16. Envoyés spéciaux Siaka Konaté et Tayeb Adjaouyakui. Après une semaine de négociations, le groupe des négociateurs africains présente au ministre en charge de l'environnement un projet de déclaration commune pour la COP16 afin de recueillir leurs observations et propositions pour enrichir les documents. C'est là pour que l'Afrique parle d'une seule voix. Il est tout à fait normal que, à la veille du sommet de haut niveau, que ce groupe puisse échanger avec les ministres présents ici,
qui les ont mandatés pour négocier en notre nom, pour faire le point des négociations qui sont en train de mener depuis une semaine et pour prendre nos orientations, bien sûr, au nom de nos chefs d'État respectifs qui nous ont mandatés ici, au nom de nos pays, bien entendu, et puis pour leur donner ces orientations-là et les écouter sur les différentes avancées qui ont eu lieu par rapport aux négociations et harmoniser encore une fois de plus les points de vue pour être plus efficace parce que, en fait, chacun défend ses intérêts et l'Afrique doit aller de façon unie. Les thématiques abordées portent sur la synergie d'action entre toutes les conventions, la synergie entre la biodiversité et le changement climatique, la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité et les financements. Outre la création d'un fonds spécial dédié à la biodiversité, les pays africains proposent de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources internes. Nous avons tablé sur le fait que c'est le temps de l'action. Parce que le problème nodal, c'est la question du financement. Il faudra que les pays africains, nous sommes au total 54, que nous puissions trouver des moyens de pression pour faire fléchir les pays développés. Donc il y a une ministre du Congo qui a donné une idée, nous allons l'exploiter. Déjà au Burkina Faso, nous avons le fonds d'intervention pour l'environnement parce que nous mettons l'action sur la mobilisation endogène du financement pour faire face à nos préoccupations. Tous ceux qui utilisent les images en lien avec la biodiversité pour faire la publicité, pour faire la production, il faudra taxer. La Guinée travaille à la mise en place d'un fonds qui sera financé par les secteurs publics et privés. La protection et l'extension des aires protégées aujourd'hui qui représentent près de 23% du territoire national. Également la mise en œuvre d'un mécanisme durable de financement. Nous comptons mettre en place un fonds pour la conservation de la biodiversité auquel des partenaires publics et privés participeront à la capitalisation. Il y a également le programme ambitieux de reforestation que nous mettons en œuvre tout en associant les communautés locales. Oui, je suis avec mon frère du Burkina Faso et ma sœur de la Guinée. Donc c'est pour dire que nous sommes tous ensemble, nous parlons de la même voix. Et je rappelle qu'à la réunion de l'AMSEN, le groupe africain des ministres de l'Environnement, donc il y a une réunion extraordinaire qui a eu lieu à Abidjan il n'y a pas longtemps. Et lors de cette réunion, les points de vue ont été harmonisés. Et c'est ces mêmes positions qui ont été rappelées ici et sur lesquelles les différents ministres sont prononcés. Une fois finalisé, le document sera présenté à la session de haut niveau de la COP16 prévue ce mardi et mercredi. Et en marge de la COP16, la vice-présidente de la Colombie a rencontré les ministres africains en charge de l'environnement. Francia Marquez leur a présenté le programme Stratégie Afrique 2022-2026 dont l'objectif est de renforcer la coopération entre la Colombie et le continent africain. Elle a appelé les pays africains à ouvrir des représentations diplomatiques en Colombie. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. La Colombie a des représentations diplomatiques dans 4 pays africains, Sénégal, Ghana, Afrique du Sud et Kenya, mais aucun pays de l'Afrique subsaharienne n'a de représentation diplomatique en Colombie. Bogota veut inverser la tendance et renforcer sa coopération avec le continent, d'où la stratégie Afrique 2022-2024-2026, un programme présenté au ministre en charge de l'environnement par la vice-présidente de la Colombie, Francia Marquez, appelle les pays africains à ouvrir des représentations diplomatiques en Colombie, à collaborer ensemble pour la protection de la biodiversité. La Colombie, c'est un pays qui accueille une grande communauté d'afro-descendants. Et aujourd'hui, cette communauté d'afro-descendants a un lien fort avec la préservation de la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est une force qui, en tout cas, permet la préservation de la biodiversité. Au-delà de ça, elle a rappelé l'attachement de la Colombie vraiment à son histoire, à ses ancêtres africains. Donc, et elle a en fait proposé que nous puissions nous baser sur ça pour pouvoir aujourd'hui réinventer les relations entre la Colombie et les pays africains. Donc, son appel a été entendu, bien entendu, par les pays africains. En tout cas, le Mali est disposé à renforcer sa coopération avec la Colombie. Le Mali est prêt à coopérer avec tous les pays du monde qui respectent nos principes
qui régissent nos relations avec tous les pays, c'est-à-dire la défense des intérêts du peuple malien, le respect des choix stratégiques du peuple malien et tout ce que nous faisons, que ce soit fait dans le cadre de nos intérêts mutuels. Et si cela étant, il n'y a pas de raison que nous n'approfondissions pas la coopération entre le Mali et la Colombie. Bien entendu, c'est du ressort du ministère des Affaires étrangères auquel nous allons rendre compte. Le ministre en charge de l'environnement, tout comme son homologue du Burkina Faso, Roger Barou, espère qu'il y aura une ambassade de la Colombie dans leurs pays respectifs. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est à Manille, c'est aux Philippines. Coulibaly Mariam Maïga prend part à la conférence internationale sur le thème Femmes, Paix et Sécurité. Elle a prononcé son discours hier à la tribune, une occasion pour elle de saluer cette initiative et de rappeler des actions entreprises par les autorités de la transition dans le cadre de la paix et la stabilité. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Kayentao. Je voudrais d'entrée de jeu remercier le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a facilité notre participation à cette conférence internationale sur femmes, paix et sécurité. Mais aussi remercier les plus hautes autorités des Philippines pour la bonne organisation de cette conférence. Cette conférence sur femmes, paix et sécurité est un véritable lieu de rencontre à dimension internationale. Nous espérons effectivement que dans le cadre de cette conférence, nous allons pouvoir tisser encore d'autres partenariats qui peuvent nous permettre davantage de lutter contre tous les fléaux aujourd'hui qui nous minent, notamment les fléaux qui sont liés au conflit et à l'insécurité. Nous espérons vraiment que de ces rencontres-là, nous allons sortir gagnants. Le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre afin d'aider les femmes et les enfants, surtout aujourd'hui les communautés qui sont affectées par les violences, par l'extrémisme violent, mais aussi par les conflits. Nous allons tout faire pour que vraiment toutes ces difficultés puissent prendre fin et que les populations puissent enfin retourner à un climat de paix et de stabilité. Voilà la ministre en charge de la promotion de la femme aux Philippines. Le Mali dispose d'une bonne stratégie d'accompagnement des rapatriés à travers la Maison des Maliens de l'extérieur. Les efforts doivent être soutenus. C'est en substance le point de vue de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Elle a accompagné le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à la Maison des Maliens de l'intérieur pour une visite de terrain. Batraoré. En se rendant successivement dans les chambres, la cantine et la salle d'enregistrement, le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel voulaient toucher du doigt les réalités du terrain et apprécier les efforts du gouvernement à travers cette visite à la Maison des Maliens de l'extérieur. L'initiative malienne de s'occuper des migrants dans une manière très concrète pour garantir leur réintégration est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que l'Union européenne, à côté de l'Organisation internationale des migrants, a décidé de soutenir cette initiative à côté du Mali. Et ça, c'est la formule la meilleure pour essayer de trouver des solutions durables pour la question migratoire. Au dire du directeur général de la structure, la Maison des Maliens de l'extérieur accueille par an des centaines de rapatriés pour un séjour aussi court qu'il soit et bénéficie d'un appui sur le plan financier, de l'orientation, de la formation et une prise en charge sanitaire si besoin. Madame la représentante spéciale a découvert que derrière cette maison, derrière ces centres d'accueil, il y a tout un message. Message d'un pays qui veut agir sans attendre, message d'un pays qui, en agissant, veut montrer qu'il fait ce qu'il peut avec ses moyens, mais aussi message d'un pays qui, après avoir fait ce qu'il peut avec ses moyens, tend la main aux partenaires pour l'accompagner et atteindre les résultats que nous attendons tous. Tout ce qui est migrant est sensible. Les propositions du Mali sur ces questions, à travers son partage d'expérience,
un point sur ce que nous avons déjà fait, ce que nous sommes en train de faire, mais ce que nous souhaitons faire sans en avoir les moyens et pour lesquels nous souhaitons l'accompagnement et la coopération, le partenariat avec l'Union européenne. Toutes ces questions ont fait l'objet d'un débat franc et sincère. La Maison des Maliens de l'extérieur est l'établissement réalisé depuis quelques années par le gouvernement du Mali pour répondre aux urgences en cas de rapatriement des fils du pays ou en situation de détresse à travers le monde. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle au secours des femmes et des personnes en situation de handicap. Le département a initié une formation dans ce sens qui s'est soldée par une remise de kits dans le but de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. 3 membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie de remise. Les détails avec Bemba Sibi. La meilleure forme de solidarité envers les couches vulnérables, c'est de les aider à avoir des sources de revenus. C'est pourquoi, dans le cadre de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, à travers l'Agence nationale pour l'emploi, soutient les femmes et les personnes en situation de handicap. Ce soutien porte sur 3 volets, à savoir la formation en comptabilité simplifiée et coupe et couture, la remise d'équipements et l'accompagnement pour la reconversion. Tout au long de ces quelques jours de formation, nous avons appris beaucoup de techniques dans nos différents domaines d'activité. C'est pour cette raison que nous mesurons à juste valeur la pertinence des thématiques retenues, la subvention des frais de formation et d'équipement, généralement hors des portées de la bourse des jeunes. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise d'un chèque de 3 millions de francs CFA à Mamadou Vieux-Boiré, un handicapé physique de Koutiala, identifié grâce à un reportage de ORTM Koutiala. Ce geste va faciliter sa reconversion. L'ORTM, dans sa mission de service public, promène sa caméra à travers le pays pour dénicher des Maliens dignes d'être célébrés. Et c'est dans ce cadre qu'à Koutiala, la capitale de l'Or Blanc, notre représentant qui n'a pas pu faire le déplacement, Remakoni, s'est intéressé au quotidien de Mamadou Vieux-Boiré. Nous sommes dans notre rôle, c'est justement notre mission, la mission de service public. Nous avons sorti de l'ordre, je crois, beaucoup de Maliens qui étaient justement dans des situations du genre. Mon département a décidé de mettre 80 machines à coudre à la disposition de 200 filles déscolarisées et vulnérables, formées et insérées en couture. 100 kits d'équipement et de matériel de BTP à la disposition des jeunes formés et insérés. Ces équipements ont été remis officiellement aux bénéficiaires au terme de la cérémonie marquée par la remise d'un chèque de 11 millions de francs CFA au centre de formation professionnelle partenaire de l'ANPE, 2 millions à l'association des personnes de petite taille. Des attestations de formation ont également été remises aux membres de la Fédération malienne des personnes handicapées et celles de reconnaissance au centre de formation partenaire de l'ANPE. Les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, ont tenu une rencontre avec une délégation de Turquie. Il s'agit des membres du Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie. C'était pour échanger avec la partie malienne sur les opportunités d'affaires dans plusieurs domaines. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali dans une dynamique de partenariat solide et fructueux avec la Turquie. En prélude au forum d'affaires Turquie-Afrique prévu en octobre 2025 en Istanbul, les membres de la CECIM rencontrent ceux du Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie, DEIK. Une organisation non gouvernementale qui regroupe en son sein de nombreuses compétences. Au nombre de celles-ci, les BTP, l'énergie, l'agriculture, les mines, le commerce, les industries. Je suis accompagné par plusieurs partenaires qui ont représenté tous les secteurs qui peuvent être jetés dans l'objectif de créer un partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Turquie. Et notre objectif vers le Mali est très clair. Le Mali est un pays très ouvert, est un pays qui peut, avec la Turquie, faire de belles choses pour le bonheur de nos deux pays. Une opportunité pour notre pays, non seulement de s'inspirer de l'expérience turque dans divers domaines, mais aussi de sceller des partenariats avec ce pays frère autour des potentialités maliennes.
Cette délégation est venue pour préparer un grand forum qu'ils tiennent biannuellement en Turquie. Et en bons professionnels, ils sont venus pour voir avec nous les secteurs, explorer les secteurs pouvant participer favorablement. En affaires, chacun amène son intérêt. Notre intérêt est dans la possibilité de faire beaucoup plus d'industrie de transformation et les leurs, c'est à défaut de vendre, de transférer une technologie. Cette rencontre sera élargie autour d'un dîner d'affaires pour permettre aux deux parties d'explorer des opportunités en vue de consolider les acquis. Prise de fonction du tout nouveau commandant de région de gendarmerie numéro 1 de Bamako, colonel Boubacar Diawara, remplace à ce poste le colonel Youssouf Otto Diallo. La cérémonie de passation de commandement s'est tenue à la place d'armes du camp 1 à Ridjumatina. La région de gendarmerie numéro 1 du district de Bamako est désormais confiée au colonel Boubacar Diawara. En présence du directeur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Kone, s'est déroulée la passation de commandement entre le commandant sortant, le colonel Youssouf Otto Diallo, qui aura passé 2 ans au commandement, et son successeur, le colonel Boubacar Diawara. Officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires de la gendarmerie nationale, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant des régions de Bamako, le colonel Boubacar Diawara, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Le nouveau commandant des régions de gendarmerie numéro 1 de Bamako est en terrain connu pour avoir été commandant des régions de gendarmerie de Kaï et de Kita. Il sollicite la collaboration de la population de Bamako et rassure de s'investir pleinement avec ses compagnons d'armes pour assurer davantage la sécurité des personnes et de leurs biens. Santé, les pupilles du Mali reçoivent des consultations médicales gratuites à la maison des aînés de Bamako. C'est à l'occasion d'une opération organisée par la structure en collaboration avec l'OMS. Les visites médicales s'effectuent dans plusieurs spécialités au profit des pupilles et de leurs tuteurs. Batraoré. La maison des aînés de Bamako se transforme en quartier général des pupilles du Mali le temps d'une journée de consultations médicales gratuites. Les visites s'effectuent dans les domaines de l'ophtalmologie, l'odontologie, la médecine générale et la gynécologie. Aujourd'hui, il est attendu 750 pupilles, mais je pense que nous sommes déjà à 1000 pupilles, avec plus de 25 médecins, toutes catégories confondues, spécialités confondues, qui sont en train d'assurer les consultations avec don de médicaments. La journée est organisée avec le soutien de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si aujourd'hui l'OMS se tient ici, c'est aussi pour faire le plaidoyer en faveur d'autres partenaires, pour qu'ils se joignent à nous, pour qu'on puisse prêter main forte pour apporter assistance d'ordre social à ces pupilles de la République. La lutte contre l'exclusion, le mois de la solidarité, c'est une activité phare du département et on veut qu'il n'y ait plus d'exclusion et que tout le monde puisse bénéficier de l'accès de soins, quel que soit leur niveau de résidence. Ces journées de consultation médicale gratuites sont organisées dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Elles se tiennent en prélude à la journée mondiale des pupilles prévue le 31 octobre.
Des nouvelles qui feront plaisir aux enfants pour parler des dispositions prises pour la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour le 4 novembre prochain à San, Menaka, Nara et Bandiagara avec nos reporters Drissa Keita, Mohamed Lamine Maïga, Idrissa Keita et Boukari Koulibaly. L'Académie d'enseignement de 100 compte 6 centres d'animation pédagogique. Seul celui de 100 avait des classes occupées par des sinistrés d'inondation. Mais à la date de ce 24 octobre, tous les sinistrés ont regagné le site aménagé à cet effet. Le constat a été fait par les autorités administratives, politiques et scolaires de la région qui ont sillonné plusieurs établissements. Tout est fin prêt pour la reprise du 4 novembre. Parce que les sinistrés de l'inondation qui étaient là ont cédé les salles de classe il y a 3 jours. Et vous avez constaté avec nous que toutes les écoles visitées ne sont pas inondées et ne sont pas aussi occupées par les populations. Et nous avons espoir et nous estimons et nous confirmons et nous signons que la rentrée peut être effective le 4 novembre. Malgré ces constats rassurants, quelques directeurs d'école ont encore les pieds dans l'eau et des dispositions sont prises. Et c'est également effectivement au niveau du Cap des 100 qu'il y a quelques difficultés. Quelques difficultés parce que certaines écoles se trouvent entièrement inondées ou les villages même inondés, mais elles ne sont pas nombreuses. Je prends l'exemple des Bleni Tcheni et des Tneni, c'est des villages qui sont entourés d'eau. Donc lorsque le village est entouré d'eau, l'école également va se trouver automatiquement inondée. Donc on a trouvé des espaces qui se trouvent un peu à un niveau élevé pour pouvoir et installer les tentes afin que les élèves puissent commencer à étudier. Tous ces efforts de l'État malien rassurent davantage les parents d'élèves. En prélude à la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre 2024, le directeur de cabinet du gouverneur de Nara et les acteurs de l'éducation sillonnent quelques établissements scolaires pour faire l'état des lieux. La visite a concerné le lycée public, l'Institut de formation des maîtres IFMBG, la Médarsat privée Salam et le groupe scolaire et au Sahel vert. Dans la région de Nara, il y a 303 établissements d'enseignement secondaire, écoles classiques aussi bien que Médarsat. Et au jour d'aujourd'hui, pratiquement toutes les écoles sont prêtes. Et à Nara, l'effet des inondations a atteint 2 établissements, plusieurs établissements, mais au jour d'aujourd'hui, c'est seulement 2 qui restent à faire. Pour l'école de Gassa, les 3 classes ont été effondrées. Mais au jour d'aujourd'hui, les villageois, les CGS en compagnie des parents et de la mairie, ils sont en train de refaire des hangars pour que les élèves puissent reprendre. À Fallou également, les autres tardent à se retirer, mais c'est la même chose. Donc il y a des abris provisoires qui sont en cours de construction et d'ici les jours de l'ouverture, tout sera prêt pour que l'école puisse redémarrer. Et le directeur de cabinet de Nara a rassuré l'ensemble des citoyens que la date du 4 novembre est bien tenable pour l'ouverture des classes sur l'ensemble du territoire de Nara. Nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que la date du 4 novembre 2024 pour ce qui concerne la région de Nara est bien tenable. Partout où le directeur de cabinet du gouverneur est passé, il a invité les acteurs à une synergie d'action pour que la rentrée scolaire 2024-2025 puisse être une réussite. Nous avons vu déjà 4 écoles. Nous pouvons dire que l'état de ces écoles est satisfaisant. Les autorités scolaires nous ont rassurés de la possibilité effective de la reprise à partir du 4 novembre. Nous avons 794 écoles au total et 286 écoles sont fermées pour raison d'insécurité. Les 508 autres pourront ouvrir le 4 novembre. Je voudrais ajouter qu'en ce mois même, à l'intérieur de ma région, c'est-à-dire au niveau des cercles, mes préfets sont en train de faire la même opération. Nous recensons les problèmes, nous constatons la situation et nous rendons compte aux plus hautes autorités. L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est de taire les rancœurs, de donner la chance à la paix, de soutenir la rentrée scolaire. Aux enseignants, je les félicite. Je les encourage pour le travail qu'ils sont en train de faire dans des conditions très difficiles. Maintenant, aux élèves, je vais demander de reconnaître les efforts de leurs propres parents en travaillant avec ardeur.
C'était effectivement la situation à San, Nara et en Bandiagara, Paminaka. La ville jumelle de Sikasso en Chine fait parler son cœur en faveur des orphelins des militaires. La mission qui séjourne à Sikasso dans le cadre de la présentation des plans conceptuels des projets validés vient de remettre une enveloppe d'1 million de francs CFA pour soulager les familles en cette veille de rentrée scolaire. Sekou Konaté et Suleiman Bamba. Par ce geste, les amis de la ville de Sikasso en Chine, de la ville de Shanja dans la province de Yunnan, veulent donner le sourire à ces enfants dont les pères ont donné jusqu'au sacrifice ultime pour défendre la nation. Une enveloppe de 1 million de francs CFA est remise. Ils veulent participer à montrer aussi leur soutien aux forces de l'ordre qui les ont protégés tout au long de leur mission quand ils étaient là, et il est sûr et certain que c'est ça qui va continuer aussi. Donc il y aura énormément de programmes et de projets qui sont en train de mettre en place avec le Mali. Donc ces programmes et ces projets ne peuvent se faire sans l'appui considérable de nos forces de l'ordre. Un élan de solidarité que les autorités régionales et communales apprécient à sa juste valeur, car pour elles, au-delà de l'enveloppe, c'est la symbolique qui reste forte. Quand on sait qu'elle intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025 et en plein mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Nous sommes dans une dynamique au développement global. Et dans ce cadre-là, ils savent que nous sommes dans une guerre de libération. Pour soulager un peu à l'orée de la rentrée scolaire, pour soulager un peu les orphelins, ils ont jugé de nous amener un petit appui d'1 million de francs pour les enfants, les orphelins de ces victimes. L'occasion de cette cérémonie de remise a été mise à profit par la mission chinoise pour présenter une vidéo sur le plan conceptuel des projets validés lors de sa dernière visite à Sikasso. Elle tourne autour des projets de zones industrielles, de l'hôpital sino-malienne de médecine traditionnelle, de l'usine de thé de Farako et le projet de zone commerciale. Une visite qui marque sans aucun doute le début de la faisabilité des projets en région de Sikasso. Et à Mopti, doter les sous-préfets et les préfets nouvellement nommés dans les circonscriptions administratives de la région de Mopti de connaissances leur permettant de relever les défis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est en substance les objectifs du cadre d'échange initié par le gouvernorat de Mopti. C'est en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On en sait plus avec Oumar Maïga et Suleiman Tebsouké. Au regard des multiples défis à relever pour la bonne marche de l'administration et rapprocher davantage l'administration des populations, un renforcement des capacités des représentants de l'État nouvellement nommés s'impose. C'est pourquoi le gouvernorat de la région de Mopti, en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, a initié une session de formation au profit des préfets et sous-préfets de la région de Mopti. Face à des populations de plus en plus exigeantes et dans une situation très contingente et très dynamique d'ailleurs, le représentant de l'État, celui-là même qui est en charge de l'exercice des pouvoirs publics, se doit d'avoir des prérequis. Parce que la compétence, en réalité, ne se présume pas. Il nous leur faut inculquer des préceptes pour leur donner des ficelles. 2 jours durant, environ 30 préfets et sous-préfets nouvellement nommés vont renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines. Il y a notamment la communication institutionnelle, il y a la correspondance administrative, il y a la gestion de crise, il y a des notions sur les perspectives sécuritaires, les défis sécuritaires de la région. Donc c'est nouveau pour eux de cadrer, de les mettre dans la même vision que nos autorités, notamment la vision du MATD, du ministre d'État, pour que nos représentants de l'État soient très efficients, très efficaces sur le terrain. Très contents aujourd'hui, nous le sommes, parce que recevoir une formation vraiment qui va nous permettre de pouvoir mieux diriger nos cités est une très bonne chose. Certains n'ont jamais exercé dans l'administration. Le renforcement des capacités des représentants de l'État nouvellement nommés s'inscrit en droite ligne des visions des plus hautes autorités de la transition, à savoir doter les chefs des circonscriptions administratives de connaissances pour accompagner les collectivités dans la gestion quotidienne des problèmes de nos braves populations.
Les FAMA offrent des vivres à 500 familles déplacées de Gundam et des soins médicaux. Cette initiative entre dans le cadre des actions civilo-militaires que le commandant de la région militaire numéro 5 fait au profit des populations civiles démunies de la région de Tombouctou. Les activités civilo-militaires se poursuivent à Kidal également sur initiative du chef d'état-major général des armées. Compte rendu Idrissa Goulou Sissoko et Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et des actions civilo-militaires, le commandant de la région militaire numéro 5 donne du sourire à 500 familles déplacées et une centaine de familles de Gundam. En effet, ces familles ont bénéficié de vivres composés de farine de blé, des spaghettis, des couscous et de l'huile. La remise a eu lieu au stade municipal de Gundam et ces déplacés sont de Doukwaria, Gargando, Mbera, Rasselma et Essakan. Je vous remercie vraiment pour vraiment l'apaisement que vraiment vous venez vraiment d'apporter et surtout le soutien. 2 jours durant, ces déplacés ont été gratuitement consultés avec don de médicaments et ont bénéficié de soins appropriés par les femmes. Donc nous avons réalisé hier à aujourd'hui 400 consultations et les pathologies les plus rencontrées, le FIR, le paludisme, suivi des infections des voies respiratoires aiguës, l'hypertension artérielle et la gastropathie. Je suis un patient, je suis diabétique, mais je suis venu pour avoir des médicaments. Pour le commandant de la région militaire numéro 5, cette initiative vise à accompagner les plus démunis et les personnes affectées par la crise sécuritaire. Cette action se déroule en 2 phases. La première phase consiste à faire des consultations gratuites à des populations avec don de médicaments. Et la deuxième phase consiste à donner un lot de vivres à ces populations. Et tout cela participe à l'exécution des missions assignées à l'état-major général des armées. Avant de prendre congé de ses hôtes, le commandant a suivi un briefing sur la situation sécuritaire du cercle de Gundam et a rendu une visite aux notabilités. Dans la région de Kidal, les forces de défense et de sécurité viennent en aide à 150 ménages, des Tassik et des Intedéni. Ce geste s'inscrit dans la continuité d'une série d'activités civilo-militaires initiées par le chef d'état-major général des armées et exécutées par les commandants de la zone de défense numéro 7. L'objectif étant d'apporter une assistance aux populations vulnérables. La série du programme d'assistance de l'état-major général des armées à l'endroit des populations de la commune qui se poursuit. Donc la journée d'aujourd'hui est consacrée au don de vivres aux populations de Tassik et d'Intadéni. Puis identifier 150 familles bénéficiaires pour cette activité aujourd'hui. Et donc ça consiste vraiment à remettre des denrées pour soulager la souffrance de la population à ce niveau. Depuis la prise de Kidal en novembre 2023, les FAMA multiplient les actions de soutien dans plusieurs domaines pour rendre le quotidien de Kidalois plus attrayant. Forces armées maliennes, n'est-ce pas, pour cette donation qui n'est pas la première. Nous pensons que les populations qui ont bénéficié de cet appui, n'est-ce pas, vont retourner très contentes, très joyeuses dans leur foyer. Parce que ce n'est pas tous les matins avec les difficultés qu'on connaît maintenant, là, quand on vous appuie de cette manière, on ne peut être que content, quoi. Depuis qu'ils sont arrivés dans notre région, on ne fait qu'assister à leur soutien à la population par rapport à la santé, par rapport aux dons de vivres. Et ces activités vont continuer, plaise à Dieu, de la part de l'armée, qui ne veut que l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les efforts consentis par les FAMA vont renforcer davantage la relation entre la population de Kidal et son armée, gage d'une stabilité totale de la 8e région administrative du Mali. Un mot de politique. La grande famille de l'URD s'agrandit. Elle vient de signer un protocole de fusion avec le mouvement Convention pour le renouveau CPR et enregistrer une nouvelle adhésion. Ces nouveaux adhérents ont reçu les écharpes du parti URD, une manière de leur souhaiter la bienvenue. Boubacar Bablé Touré pour plus de détails. Si la force d'une formation politique réside en grande partie en ses militants, le parti URD vient de renforcer sa position sur l'échiquier politique national à travers de nouvelles adhésions.
Le bureau de la coordination de l'URD de la commune 6 du district de Bamako vient ainsi de signer un protocole de fusion avec le CPR, Convention pour le renouveau. Au dire du président du mouvement CPR, le choix de l'URD parmi autant de formations politiques s'explique. Nous savons déjà que nous avons les mêmes visions que l'URD. Bon, l'URD aussi est bien représenté dans la commune 6 et nous sommes uniquement en commune 6. L'URD est mieux représenté que les autres partis. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller à l'URD. Nous sommes aujourd'hui réunis pour accueillir dans l'allégresse et à bras ouverts des hommes et des femmes de grande valeur, des militants et des militantes convaincus, engagés pour la cause de notre grand pays, le Maliba, au sein de la famille URD. À cette fusion s'ajoute l'adhésion de la 4e vice-présidente du parti UDD, un symbole fort que la représentante du bureau national de l'URD place sous le signe de l'entente et de la cohésion au sein de la formation politique. Lorsqu'on se rend compte de la multiplicité des partis politiques aujourd'hui, il y en a presque 300, qu'il y a un parti, des militants, des cadres, des élus qui décident de venir rejoindre la grande famille URD, c'est une très grande fierté pour nous. Comme moment fort de la cérémonie, la signature par les deux partis du protocole de fusion, la remise des écharpes du parti URD aux nouveaux adhérents. La comptabilité judiciaire est une discipline essentielle dans le domaine du droit. Elle joue un rôle crucial lors des litiges financiers et des faillites. Le rôle de l'expert comptable judiciaire consiste à examiner, analyser et présenter des données financières dans le cadre des procédures judiciaires. Un aperçu des principales caractéristiques et enjeux de la comptabilité judiciaire dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou, Djelimaka. Appelée comptabilité d'investigation ou jury-comptabilité, la comptabilité judiciaire consiste à vérifier les opérations financières réalisées par une personne ou une organisation dans le cadre d'une procédure judiciaire, fraude financière, litiges commerciaux ou procédure de faillite. On sollicite l'expert comptable judiciaire. C'est lui qui a la compétence d'évaluer les dommages et d'établir les responsabilités financières. La comptabilité, c'est l'art de rendre compte. Et l'art de rendre compte, c'est la recherche de la vérité. Et c'est pourquoi la comptabilité cherche en permanence les justificatifs des opérations comptables, des opérations financières, pour établir des rapports financiers, des états financiers qui soient utilisables par le public. Et en matière de justice, quand on n'est pas sûr, mieux vaut laisser courir le délinquant que de condamner un innocent. C'est pourquoi le juge est permanemment dans la recherche de la vérité. Et dans sa recherche, les auxiliaires de justice, que nous sommes les experts comptables, ils peuvent nous saisir à tout moment pour qu'on puisse l'aider à la manifestation de la vérité. Il ne suffit pas de connaître le droit pour s'improviser comptable judiciaire. Il est également nécessaire d'être formé aux techniques d'investigation. Une opération peut être par exemple tout à fait légale et réalisée dans les règles, mais sa finalité peut servir à frauder. La démarche consiste d'abord à rencontrer les deux parties. À supposer que ce soit une banque qui est opposée à un de ses clients pour non-remboursement de dettes. À supposer que ce soit un employé qui cherche des dommages-intérêts, des dommages de licenciement. À supposer que ce soit deux commerçants qui sont dans des problèmes de non-paiement de factures, de contestation réciproque de dettes et de créances. Et donc, les parties vont communiquer la documentation que l'expert judiciaire réclame. Il va pointer les rentrées contre les sorties contre les entrées. Il va confronter la documentation fournie par chaque partie. Il va les confronter. Il va sortir les incohérences de part et d'autre. Au bout du processus, il va sortir la situation financière et comptable réelle telle qu'il a lu dans les documents comptables et telle qu'il a appris de la bouche des personnes concernées. Il va faire un rapport. Ce rapport va être déposé chez le juge. Comment les experts comptables et judiciaires appréhendent si facilement la fraude et la corruption? Il est possible que les règles comptables dans le pays de l'investisseur ne soient pas exactement les mêmes règles comptables au Mali. Par exemple, l'acte uniforme qui vous dit que la langue
de la tenue de la comptabilité dans l'espace OHADA, c'est la langue officielle du pays. Il vous dit encore que la comptabilité doit être tenue dans une monnaie ayant cours légal dans le pays. Mieux que ça encore, en tout cas, pour essayer d'harmoniser la comptabilité à l'échelle planétaire, il y a ce qu'on appelle les normes comptables internationales, les IAS, IFRS, qui permettent de donner la même lecture des comptes que les comptes soient établis au Mali, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou ailleurs. La comptabilité judiciaire contribue à la transparence. Elle aide les tribunaux à rendre les décisions basées sur les connaissances solides. L'expert peut être commis pour faire la reddition des comptes, pour établir la vérité entre une banque et son client. L'expertise comptable aussi en termes de détournement aussi, c'est fréquent. Il y a aussi ce qu'on appelle les redressements d'entreprise en difficulté. Quand l'entreprise bat de l'aile, on se pose la question, est-ce qu'il faut dissoudre, liquider, partager et mettre tout le monde en chômage, ou bien que faut-il faire? Là aussi, on appelle les expertises comptables judiciaires de redressement d'entreprises en difficulté. Là aussi, ces dernières années, ça c'est beaucoup, c'est fréquent. Les contestations aussi entre fournisseurs et clients. Et là aussi, le juge peut commettre un expert judiciaire pour rétablir la situation véritable entre ces deux partenaires. Quand deux opérateurs économiques arrivent devant les tribunaux, c'est la fin des relations. Un jury comptable engage sa responsabilité. S'il ne respecte pas les procédures ou commet des erreurs, il peut lui aussi être inquiété. Il travaille donc sous pression, celle d'obtenir les résultats fiables et dans les règles de l'art. Si par malheur il échoue à trouver les preuves, c'est l'innocent qui peut être condamné à la place du criminel. Et cela nous conduit uniquement au Burkina Faso ce soir. Nayomba Thomas alias Bilal, 27 ans, chef de 3 bases terroristes situées dans la province de Koulpelego, a été capturé en juillet dernier par les FDS burkinabés suite à une offensive militaire qui a permis le démantèlement de ces gîtes. Il a été pris en charge par les vaillants hommes de la brigade d'intervention rapide de la déradicalisation des terroristes. Suivons sa confession dans ce récit de Sekou Zongo. Lentement mais sûrement, la nébuleuse terroriste au Burkina Faso s'affaiblit grâce au travail acharné de nos forces combattantes. Des cadres terroristes sont neutralisés et d'autres se désolidarisent de la barbarie. L'un des derniers à avoir tourné le dos à l'ignominie, c'est lui. Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib. Il était chef terroriste de 3 bases dans la zone de Napde-Zambende, dans la province du Koulpelego. Berné par de belles promesses des adeptes de la déchéance humaine, Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib, mort à la maison. J'ai intégré le terrorisme après avoir été attiré par leur discours et les avantages que je pensais y avoir. En effet, j'ai écouté des prêches de groupes terroristes qui disaient que leur combat vise à défendre la religion musulmane et que toute personne qui s'engage à leur côté ira directement au paradis après sa mort. Il a aussi été dit que si tu rentres dans le terrorisme, tu vas avoir beaucoup d'argent, une moto et une arme. Enrôlé, il est endoctriné par la violence pour propager le mal dans le Sahel. Il est par la suite formé à l'endurance et au maniement des armes. J'ai été conduit dans un camp d'entraînement où j'ai suivi une formation physique et en maniement des armes. Dans ce camp, j'ai pu voir à plusieurs reprises des cadres terroristes, dont Amadou Koufa, qui venaient là-bas de temps en temps pour des visites. Âgé de 27 ans, ce pur produit de Amadou Koufa a été capturé en juillet dernier
par les vaillantes forces de défense et de sécurité burkinabais suite à une offensive militaire qui a permis par la même occasion le démantèlement de tous ces gîtes. Prise en charge par les vaillants hommes des BID, entendez par là les brigades d'intervention rapide de la déradicalisation des terroristes. Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib, appelle ses camarades terroristes à quitter les rangs. J'ai notamment compris que l'islam ne prône que la paix et la tolérance. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait et je demande à mes frères burkinabés de me pardonner. Je demande également l'indulgence des autorités. À Dieu que j'ai offensé, j'implore sa miséricorde. Je demande aussi à tout le monde de s'éloigner du terrorisme et de travailler à ce que la paix règne partout dans le monde. Ce désormais ancien membre de Nusra, le GSIM, auteur de plusieurs attaques contre les FDS, VDP et les populations civiles, confesse avoir été dupé par des frères égarés. Il les appelle à déposer les armes ou ils périront. Avant de refermer cette édition, à suivre dans nos programmes de demain, mercredi, à partir de 11h, l'émission Grain de Midi d'Ambé Kene, une émission consacrée à l'institutionnalisation de la langue soninké par l'UNESCO. Tamsir Diabaté et ses invités aborderont aussi les origines des Sarakolé. Cette émission est parrainée par le général Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Ibrahim Doukouré, PDG du groupe DPA, et Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Pour tout savoir sur la culture soninké, rendez-vous ce mercredi 30 octobre 2024 sur ORTM1. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.